Rendez-vous avec trois légendes du sport aujourd'hui et avec trois footballeurs au grand cœur. Mais d'abord, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent, qui commentent. On partage justement ensemble notre passion commune pour le sport. Et vous savez, cette chaîne est ouverte à vous, les supporters, pour partager. Et voilà, le sport appartient à tous. Alors aujourd'hui, grand moment en effet, on va discuter ensemble avec vos questions, avec mes questions, avec trois héros de la sélection nationale camerounaise. C'est parti. Aujourd'hui, pour commencer, on reçoit d'abord un champion olympique, double vainqueur de la CAN, ancien parmesan, ancien parisien, globetrotter. Il est passé en Italie, en Angleterre, en France, en Libye, au Japon aussi et surtout. Voilà, et c'est un palmarès impressionnant, 33 buts en 56 sélections avec le Cameroun. Il m'a fait vibrer, notamment dans ces années en France. C'est Patrick Mboma. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour, plutôt bien. Merci Thibaut de me recevoir. J'ai pas trop dit de bêtises là sur le palmarès, sur l'historique, tout va bien? Ouais, c'est bon, c'est juste. Tu es d'où là tu es en direct d'où? On est en visio d'où? Là, je suis dans les Yvelines, là, dans le 78. D'accord. Ouais. Parce qu'on va voyager là avec les autres invités du jour avec qui on va discuter de choses très sérieuses et aussi de sport ensemble. D'abord, il y en a un qui m'a fait vibrer énormément. J'avais 5 ans, c'était la Coupe du Monde 90, c'est peut-être mes premières émotions sportives et c'est resté ancré là, un fantastique buteur qui a dansé la danse, la Makossa, je crois, au poteau de corner face à la Colombie, face à la Roumanie pour ses doublés. Il a été impressionnant et puis il est assis à côté d'un autre homme qui a fait vibrer le Vélodrome, Chaban Delmas, mais également Geoffroy Guichard. C'est de sacrées prouesses d'arriver à faire danser tous ses supporters à la fois. Double vainqueur de la CAN, champion du Cameroun, champion d'Égypte. C'est Joseph-Antoine Bell, le portier, également mythe de la sélection camerounaise. Merci messieurs d'être avec nous. Comment ça va? Très bien, très bien, très bien. On va très bien. Bonjour, bonjour Thibaut, bonjour Patrick. Bon, excellent, excellent. Trois footballeurs au grand cœur. Vous, Roger et Joseph-Antoine, vous êtes depuis Yaoundé avec nous là. Oui, voilà, nous ne sommes pas dans les Yvelines comme Patrick. Hein. Nous sommes dans la meilleure capitale du monde, Yaoundé. Eh bien, d'abord, depuis Yaoundé, que faites-vous en ce moment? Quelle est votre vie? Roger Mila, Joseph-Antoine Bell et après Patrick Mboma, pour qu'on puisse vous situer. Bien, pour moi, je suis déjà un retraité. Donc, je suis à Yaoundé. Je suis ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Et j'ai ma fondation, Cœur d'Afrique, Fondation Roger Mila. Et nous avons notre association des anciens footballeurs, le CALIF. Voilà ce que j'ai fait. Et surtout, nous soignons des enfants. Voilà. Tout à fait. On va y venir, en effet, exactement. Vous avez tout à fait raison, Joseph-Antoine. Et vous alors, Patrick, alors, et vous, où en êtes-vous désormais? Moi, principalement, je suis consultant pour Canal+ Afrique et j'ai le bonheur de m'occuper de la Liga, de la Champions League en priorité. Voilà un peu pour l'essentiel, dirons-nous. Ouais, essentiel, parfait. Bon, venons-en aux choses sérieuses. Justement, vous êtes réunis là, et notamment avec d'autres parrains de l'association Nomaphone, comme l'ancien Lensois François Mambic. Vous êtes réunis pour lutter contre le Noma. C'est une maladie infantile assez méconnue. C'est un peu la maladie de la malnutrition. C'est la maladie qui défigure. Il y a des images terribles qu'on peut avoir en tapant juste Noma sur Google. Elle fait chaque année plus de 140 000 victimes, des enfants de 2 à 6 ans. C'est une catastrophe et pourtant on en parle moins que le Covid par exemple, qui fait l'actualité en 2020. Alors vous aujourd'hui, je ne sais pas qui veut commencer, mais donc vous êtes réunis pour sensibiliser autour de cette cause, réunir les bonnes âmes pour aider les enfants. Je voudrais juste dire, pas voler la parole à mes grands frères, mais c'est plus l'insalubrité que la malnutrition qui touche cela. D'accord, ouais. Je voulais vous dire que c'est une maladie qui a plus d'un siècle. D'accord. Vraiment plus d'un siècle. C'est plus d'un siècle. C'est une maladie qui n'a pas été médiatisée comme les autres aujourd'hui, parce que c'est une maladie qui n'est pas transmissible
elle n'est pas contagieuse. Donc, c'est Ah. peut-être pour cette raison. Mais c'est une maladie qui attaque comme Patrick vient de le dire, la malnutrition des enfants. Et ça fait que ça défigure complètement les enfants. Elle est aussi ignorée, c'est parce que personne ne s'en occupe. Elle n'est pas transmissible. Et en réalité, c'est la maladie de la pauvreté, c'est-à-dire l'hygiène. C'est l'hygiène qui pose problème. Et comme disait Roger, les enfants de 2 à 4 ans, quand les enfants commencent à marcher, généralement en Afrique, on s'occupe de la survie. Et donc, eux, c'est pas qu'on les abandonne, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne les surveille pas, ils ne sont pas sous surveillance, ils peuvent porter tout et n'importe quoi à la bouche. La maladie venant de l'hygiène, ça veut dire que les détritus, voilà, donc Ouais. les enfants portent tout à la bouche et ça va les attaquer par la bouche. Et donc, une petite infection de la gencive et puis voilà, la gangrène va prendre parce que finalement, il s'agit bien de gangrène. C'est une gangrène. Et comment faire bouger les choses alors? Parce que, bon, bah, on va en parler autour de nous, on va essayer de se mobiliser, mais alors comment faire concrètement et ceux qui nous regardent aussi pour aider ces enfants? En fait, on va ouvrir une ligne pour les contributions. Nous avons l'intention de sensibiliser. Sensibiliser ne suffit pas, comme traiter ne suffit pas. Étant donné que c'est une maladie qui recule au fur et à mesure que l'hygiène générale de l'environnement s'améliore. Et donc, on veut pouvoir traiter ceux qui en souffrent parce que vous imaginez, le visage, il est fait pour être le premier élément que les autres voient de vous. Or là, la maladie vous gangrène et elle attaque le visage et donc vous entrez dans une espèce de prison parce que, comme vous l'avez dit en introduction, les photos déjà sont insupportables à regarder. Vous devenez le type sur lequel on ne peut même pas poser un regard. Comme les gueules cassées pendant la guerre, après la guerre, c'est les gens qui se cachent. Exactement. Les images, c'est exactement la même chose. Les images de gueules cassées, c'est exactement ça. Grande question que je n'ai pas abordée, ça se soigne des antibiotiques, des médicaments ou c'est incurable? Oui, ça se soigne. Si au départ, même, vous savez, Thibault, le drame, on a dit que c'est une maladie de la pauvreté. Donc, vous et moi, on peut acheter l'antibiotique qu'il faut. Mais ces gens-là qui vont attraper ça, ils n'ont pas le temps. Ils ont attrapé ça dans la survie parce que les parents ne sont pas aux côtés des enfants. L'enfant, généralement, ne parle pas. Donc, avant qu'on ne s'en aperçoive, ça commence à s'aggraver. On ne sait pas ce que c'est. On ne va pas tout de suite chez le médecin. Et puis, le jour où on va chez le médecin, c'est déjà la gangrène. Mais comme on l'attribue de toute façon à la sorcellerie, voilà, c'est quelque chose de terrible. Donc, la sensibilisation, c'est ça. C'est pour que les gens connaissent. On traite, mais c'est aussi pour que les gens sachent que cette maladie existe et quand vous avez le malheur de l'attraper, il faut aller vers une formation sanitaire et les antibiotiques. Rapidement, au tout début, les antibiotiques vous arrêtent ça. On voit des images où on a quasiment la joue qui est bouffée, d'autres images où on voit la moitié du visage. C'est en quelques jours que ça arrive. C'est pas une affaire de plusieurs mois. Donc, quand on parle vraiment d'agir tout de suite par les antibiotiques, c'est vraiment dans les tout premiers jours. Mais qui va avoir le réflexe quand il laisse son enfant pour aller cultiver au champ, qui laisse son tout petit enfant, qui va avoir le réflexe de constater qu'il y a d'abord une lésion bucco-dentaire et de se dire « Ah, il faut que je l'emmène voir un dentiste ». C'est très compliqué, d'où un énorme travail de sensibilisation pour ces populations. Moi, en tant que Camerounais et un peu français, bon,
je dirais quand même que le président Macron, je crois que nous avons préparé un dossier déjà pour l'Élysée à travers l'ambassadeur de France ici au Cameroun. Je pense que le président Macron peut nous aider dans cette démarche. Nous avons pour objectif de construire un hôpital de référence à un site près de Yaoundé pour pouvoir prendre en charge notamment ces enfants touchés par cette maladie. Il faut sensibiliser, il faut éduquer, en effet, il faut repousser ça et il faut changer les choses rapidement, en effet, pour le bien de ces enfants. Et donc, c'est formidable, en effet, là, sur ce projet, sur lequel, tous ces projets que vous menez là pour le NOMA, en effet, qui touche, on le rappelle, hein, aussi l'Amérique du Sud, aussi l'Asie. Il n'y a pas que l'Afrique, donc ça concerne plus de 140 000 victimes des enfants de 2 à 6 ans donc chaque année. J'ai fait un petit parallèle avec le possible match caritatif là avec le NOMA au-dessus de vous. Alors j'ai posé, quand j'ai dit sur mes réseaux sociaux que j'allais pouvoir discuter avec vous, ils sont beaucoup à avoir posé des questions, à avoir tout de suite être venus vers moi pour savoir un petit peu ce que vous pensez aussi de l'actualité footballistique. Patrick, forcément, qui commente l'actu pour Canal, qui commente la Ligue des Champions, ton ancien club Paris, qu'est-ce que tu en penses? Justement, un petit mot là-dessus. Il y a chacun une question pour vous d'affilée. On répond plus brièvement que sur le NOMA. Comme ça, on termine l'émission là-dessus. Mais voilà, je veux avoir votre avis quand même sur ces situations-là. Qu'est-ce que tu penses de Paris, bon, qui a perdu contre Manchester en Ligue des Champions et qui doit gérer cet effectif avec 2 méga stars? C'est un peu du jamais vu. C'est pas facile. Est-ce que c'est gérable? Comment tu vois la situation, Patrick? C'est du jamais vu pour le club, enfin, même si on s'y habitue depuis 2 ans déjà, mais ce sont 2 stars qui ont quand même amené le Paris Saint-Germain à une finale de Champions League dans les conditions que l'on connaît. Donc, il n'y a rien de grave à perdre son premier match de poule. Ce qui serait grave, ça serait de continuer à agir comme les joueurs ont agi ou n'ont pas agi, en ne défendant pas assez, en manquant peut-être de détermination, et vouloir rattraper ensuite en se disant bon ben j'ai la tortue, je suis le lièvre, je vais aller laisser la tortue avancer avant de courir après. Il va être trop tard après. Et vous, toi, qui a connu les vestiaires, qui sait ce que c'est, les problèmes internes, la vie de vestiaire, ce que tu as vu cette semaine en Ligue des Champions, il y a eu quand même un problème mental dans l'équipe? J'ai eu l'impression que l'approche mentale n'était pas la meilleure. On sait qu'il y a les luttes entraîneurs, directeurs sportifs. Ça, c'est jamais très bon pour un groupe. Mais je pense qu'il y a assez de qualité et d'intelligence, que ce soit chez ses dirigeants et chez les joueurs, pour renverser très vite la tendance. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Très bien. Joseph-Antoine, oui, Roger. Il faut surtout dire aux Parisiens que la dernière finale, elle est passée déjà. Là, c'est une nouvelle qui commence, hein, qui prennent les matchs au sérieux. Parce que quand on voit ce que Paris a joué là mardi, c'est une honte. C'est une honte pour le football français déjà. C'est une honte pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont carrément refusé de jouer. Hein, parce qu'il ne faut pas avoir le ballon, vous donner à l'adversaire. Non, c'est pas Paris, c'est pas le football français, ça, c'est pas le professionnalisme, c'est là. Donc, je pense que la défaite là, va leur faire du bien. Ils vont à 100 fois réfléchir, bien réfléchir d'ailleurs, pour gagner tous les matchs qui restent. Parce qu'ils sont capables d'aller même gagner à Manchester. Donc, c'est à eux maintenant de se mettre au travail. Ça, c'est un coup de gueule. Joseph-Antoine, autre question qui est arrivée. Vous qui avez connu des grosses ambiances dans des stades avec un public fou et beaucoup de bruit, est-ce que les stades vides actuellement, qu'on connaît là, depuis le début d'année dans le foot, ça change tout dans un rapport de force? On a vu l'OM en Grèce hier. Est-ce que ça change tout? C'est compliqué pour les joueurs de gérer ça, les stades vides? En fait, dès le départ, c'est compliqué pour tout le monde. Le foot est fait pour être joué devant un public et le public fait partie des repères. Quand les gens vous disent « j'ai mes repères », les repères, c'est le public aussi. C'est exactement comme si on jouait un match sans arbitre, par exemple. Donc, les joueurs d'un certain niveau jouent un match sans arbitre. Jouer un match sans arbitre,
c'est difficile parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment un joueur sur le terrain peut avoir pour repère l'arbitre assistant qui court sur le bord du terrain. Donc, je crois qu'il y a un gros travail de l'encadrement à faire pour arriver à dramatiser suffisamment la situation pour remplacer le fait que votre bus, quand il arrive au stade, il y a des gens qui vous crient dessus. Désormais, les oreillettes et les casques qu'ils portent souvent deviennent inutiles parce qu'il n'y a aucun bruit. Le folklore du foot qui a changé. Patrick, il y a une question qui est arrivée sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, d'origine camerounaise par son père, d'origine algérienne via sa mère. Certains disent que en ce moment, depuis quelques mois, il stagne, il ne marque pas de but de la tête, il ne marque pas de l'extérieur de la surface. Vous qui avez été aussi attaquant, Roger aussi, est-ce que Kylian Mbappé, il y a un petit doute? Ou comme moi, vous dites non, mais Kylian Mbappé, de toute façon, il est déjà hors norme et il va continuer de l'être. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit doute concernant Kylian Mbappé qui a encore raté un grand match avec Paris en Ligue des Champions? C'est la première des vérités. Il est quand même hors norme. Rappelons qu'il est quand même champion du monde et vraiment protagoniste dans cette conquête du Graal. Ensuite, des buts de la tête, il n'en manquera pas beaucoup parce qu'il a un jeu de tête qui est plutôt catastrophique. Il faut quand même se rappeler que ça reste un être humain et qu'il peut avoir des défauts. Ensuite, autre donnée, c'est un enfant né en 98, donc il n'est pas bien vieux, il n'a pas encore 22 ans. Dire qu'il stagne, moi j'aimerais bien avoir été déjà à son niveau pour parler de stagnation. Non, je pense il fait déjà partie des meilleurs joueurs mondiaux, il fera partie du tout gratin, le best free, très probablement. Mais en tout cas, pour l'instant, il peut aussi avoir débat comme tout footballeur. Et si c'est ce genre de débat, je dirais que c'est pas encore trop grave. Je pense que là où il y a un véritable progrès pour lui à faire, c'est dans l'approche mentale d'être ce guerrier qui est par exemple à son idole, un Cristiano Ronaldo, quelqu'un capable de se remettre tout le temps en question et à chercher toujours l'excellence. Mais même Cristiano Ronaldo n'y arrive pas toujours. Oui, c'est vrai. Kylian Mbappé joue sous les yeux de tous les Français tous les jours, tous les week-ends. Et donc, il y a un regard aussi différent. Et Cristiano Ronaldo, certains ne regardent que les highlights, les meilleurs moments. Et forcément, on n'a pas le regard sur ces gens-là. Oui, non, je voulais tout simplement… Bon, c'est un conseil. Hein. C'est un conseil pour lui. C'est de ne pas croire qu'il est déjà arrivé au sommet. Certes, il a gagné, il est champion du monde, mais vous savez, quand on est champion du monde, on doit continuer à prouver qu'on est champion du monde. C'est-à-dire qu'on doit être supérieur à tous ceux qui viennent devant vous. Je vais lui demander aussi de jouer son jeu comme il a toujours fait avant quand il était à Monaco. De ne faire que son jeu. Depuis un moment, il veut à tout prix jouer comme Neymar. Neymar, c'est un Brésilien. Les Brésiliens, c'est comme ça qu'ils jouent. Mais personne d'autre ne peut imiter le jeu des Brésiliens. Qu'il joue son jeu comme il le faisait avant et qu'il arrête toujours de vouloir toujours être à côté de Neymar pour se faire des petits 1-2 de tout. Ça ne passe plus ça. Tout le monde est maintenant concentré sur eux. Ça ne passe plus. Et puis qu'il faut qu'il sache que bon, pour que son nom continue toujours à grandir, qu'il soit vraiment sur le terrain humble. Qu'il soit humble et qu'il fasse rien que son boulot. Je sais qu'il est capable encore de progresser. C'est des bons conseils de sage. Alors, dans les questions des internautes, il y a Rated Air Joker, c'est son pseudonyme, qui demande à Roger d'où est venue l'idée de sa danse au poteau de corner et qu'est-ce qui t'est passé par la tête ce jour-là, parce que à l'époque, il n'y avait pas de gens qui avaient vraiment des célébrations comme ça. Désormais, tout le monde dans le jeu vidéo, dans FIFA, a sa célébration. Mais ça a changé en fait quelque chose. Cette célébration, elle est restée ancrée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était prémédité? Il ne dira jamais, c'est l'ivresse, tout ça, c'est l'ivresse, il était tout fou. Est-ce que le déhanché est toujours le même?
C'est une invention comme ceux qui inventent le hip-hop, qu'on appelle le hip-hop. C'était pour moi une façon de vraiment de danser avec tous ces supporters. Vous vous rendez compte qu'il y a plus de 1000 supporters qui sont venus de Bastia. Qui sont venus de Bastia, hein, pour nous supporter. Donc, il fallait quand même. Il fallait offrir quelque chose, il fallait créer quelque chose. Hein, et il faut que le Seigneur, le Tout-Puissant, qui a fait en sorte que je sois là-bas, m'a amené directement vers le côté de Corneille, dit va t'amuser avec tes supporters. Il y a une autre question dans le même genre, là, on nous demande qu'est-ce que ça fait de jouer contre Diego Armando Maradona? Ça aussi, c'est fou. Mais je pense que c'est Maradona qui était content de jouer contre Mila. Ah. Tout à fait. Non, mais en fait, c'est vrai que les gens posent ce genre de questions, mais quand vous êtes dans le foot, c'est pour rencontrer d'autres équipes. Et puis ensuite, quand vous allez en Coupe du Monde, le tirage au sort se fait au mois de novembre. Et celui-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Il y avait un Sochaux-Bordeaux en plein hiver. J'étais dans la chambre avec Jean-Christophe Tournel quand on tirait au sort et quand on nous a tiré ça. Donc, vous avez le temps d'y penser. Et puis, Maradona ne vient pas du basket ou du hand. Il joue au foot quelque part. Donc, du coup, quand vous allez jouer, c'est un joueur comme les autres. Vous savez qu'il est bon joueur, mais il y a une particularité, c'est que le foot n'est beau qu'entre bons joueurs. Donc, si vous rencontrez des bras cassés, des pieds carrés, personne ne vient vous voir parce qu'à l'avance, on sait qu'il y aura pas mal. Mais si vous devez rencontrer Maradona, nous parlions des spectateurs tout à l'heure. Si vous savez que vous allez en Coupe du Monde et que vous allez jouer l'Argentine, vous savez à l'avance que le stade sera plein. Vous savez une autre chose que les gens n'imaginent pas alors qu'eux tous vont se comporter comme ça. Vous savez que le stade sera plein, mais il sera pour vous parce que vous êtes les petits. Donc, vous êtes préparés psychologiquement à rencontrer les grands avec l'appui du public qui veut que vous mettiez les grands en difficulté. Et en l'occurrence, les Italiens qui avaient peur de Maradona et peur de l'Argentine comptaient sur nous pour casser l'Argentine et qu'eux n'aient pas rencontré l'Argentine. Très bon, tout simplement. J'essaie de vous donner encore quelques petites questions d'internautes. Ils seront ravis de voir que je vous les ai posées. Patrick, par exemple, en bref, Samuel Eto'o aurait-il mérité un ballon d'or, notamment ses premières années à Barcelone? Est-ce que oui ou non, ou ça se justifie? Samuel Eto'o, selon moi, aurait mérité un ballon d'or en 2006. Même si le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, il fait une année extraordinaire avec la Champions League, notamment gagnée au Stade de France face à Arsenal. Il est Pichichi, c'est lui qui porte l'attaque du Barça cette année-là dans la conquête de plusieurs titres. Et malheureusement, il se blesse à Brême en septembre en Champions League, alors qu'il était reparti pour une saison où il enchaînait les buts. Je pense que c'est, selon moi, l'année où il a été le plus proche, même si certains, dont lui aussi, évoquent notamment avec l'Inter le triplé, deux triplés consécutifs avec, si je ne me trompe pas, avec le Barça en 2009, avec l'Inter en 2010. C'est aussi une époque faste pour lui, mais moi je reste persuadé qu'il est passé à côté à cause de sa blessure en 2006, et il y a eu un témoignage de Zidane qui avait été classé devant lui et qui avait dit que déjà il ne comprenait pas comment Samuel Eto'o pouvait être derrière tellement il avait été bon cette saison, mais c'est vrai que blessé début septembre, il a été oublié peut-être des votants 3 mois plus tard. Toujours les mystères du Ballon d'Or, en effet, toujours spécial ces votes. Nico qui pose une question, Roger par exemple, quelle équipe africaine pourrait gagner la Coupe du Monde dans les prochaines années? Et si c'est pas possible, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est un problème de fédération? Moi, j'estime que c'est pas un problème de joueur, en tout cas. Alors, à quoi est-ce que c'est possible? L'Algérie, peut-être? Vous savez, le football est très compliqué. Certes, l'année dernière, l'Algérie a fait une très bonne CAN. C'est pas sûr que la prochaine CAN qui remet cela. Donc, c'est difficile de dire exactement quel pays
en Afrique qui gagnerait la Coupe du Monde. Mais moi, je dis toujours qu'en travaillant et en ayant une très, très bonne organisation dans nos fédérations, les choses peuvent avancer. On peut avancer petit à petit. Nous avons été les premiers à atteindre les quarts de finale. Et je crois que 2 Coupes du Monde après, le Sénégal a suivi, ensuite le Ghana. Mais pour atteindre les demi-finales, il va falloir être constant. Être sérieux, déjà à partir de nos administrateurs, ceux qui gèrent le football africain. Parce que c'est une catastrophe que dans nos fédérations en Afrique, qu'il y ait toujours des problèmes. Parce que les gens ne veulent pas voir le football avant autre chose. Donc, c'est compliqué pour qu'une équipe africaine atteigne la finale. Mais, comme on ne sait jamais, le football, c'est le football. En fait, c'est là le problème. Je veux vous dire, Roger a tout dit. Ça se résume en ceci. Ce sont 2 équipes qui se rencontrent sur le terrain, mais il faut savoir que le football ne commence pas avec les footballeurs. Donc, quand vous voyez 2 équipes s'affronter, l'équipe, il faudrait que les gens comprennent ce que veut dire le mot équipe. Ça ne se limite pas à une équipe de joueurs. Une équipe sur le terrain, c'est son encadrement technique, c'est son staff médical, c'est son encadrement administratif et politique. Et donc, c'est beaucoup plus large. Le Cameroun et les pays africains réussissent par les joueurs souvent à tirer le plus loin possible. Mais quand on arrive en Coupe du Monde, les Africains tardent encore à le comprendre. Nous sommes en face de vraies machines. Nous sommes en face de joueurs qui nous valent, mais qui ont derrière eux un staff technique, un staff médical, un staff administratif, un pays politiquement évolué, et qui fait donc que tout ce bloc-là bonifie les joueurs. Or, nous, on y va avec des handicaps qui sont au-delà des joueurs, de telle sorte que ce qui ne s'est pas fait hors du terrain va atteindre et diminuer les performances des joueurs sans qu'on s'en rende compte. Oui, c'est un joueur qui va rater un penalty, mais personne n'imagine qu'un joueur qui rate un penalty a dormi quelque part, a mangé d'une certaine manière, a pris un avion ou ne l'a pas pris, a discuté de primes ou n'en a pas discuté, est en santé ou pas, a une inquiétude ou pas. Donc, en fait, le problème du football africain se résume dans la phrase que j'ai dite, il faut que tout le monde comprenne que les footballeurs, c'est bien, mais le football ne commence pas avec les footballeurs, il s'achève avec les footballeurs. Pour aussi important qu'ils soient, ce n'est que la fin, le bout de l'affaire qu'on voit, mais ça, qui commence beaucoup plus haut. Alors, on termine cette émission-là, ce rendez-vous ensemble, cet entretien magnifique avec 5 petites questions. Mais juste avant, je voulais savoir si je vous inscris avec moi dans une équipe de foot à 5, parce qu'il y a des tournois régulièrement, le foot à 5, ça a beaucoup pris partout. Alors, on a un gardien, j'ai 2 super attaquants. Qui vous me conseillez de prendre avec vous pour faire une équipe de foot à 5? Qui vous ramenez? Les 2 autres joueurs qui vont... Il faut qu'ils puissent défendre, hein, parce que là... Donc, alors, N'Golo Kanté et Idrissa Gueye. Voilà, parce que vous pensez il a pris 2 joueurs qui vont bien compléter. Et Idrissa Gueye parce que et qui défendent bien. Voilà, 2 joueurs qui savent attaquer, mais qui savent défendre. Aujourd'hui, je vais vous dire déjà, Thibaut, aujourd'hui, Patrick, il peut critiquer. Parce que l'autre jour, Mbappé et Neymar n'ont absolument pas défendu, Di Maria non plus beaucoup. Mais aujourd'hui, Patrick, c'est 200 fois ce que vous avez vu là. C'est-à-dire qu'il ne défendra jamais. Il a tout de suite pensé qu'il faut compléter l'équipe avec des gens qui vont défendre. Comme ça, je ne vais pas lui crier dessus pour qu'il revienne. Bon, je vais réfléchir à ça alors. Je vais en parler. Idrissa, il n'est pas très loin à Paris, là, je vais lui en parler. N'Golo, on ira à Londres pour le recruter alors.
Merci pour la réponse. On Voilà termine- pour le profil de joueur. Ouais, j'ai compris l'esprit. Faut que ce soit complémentaire une équipe, vous avez raison. On termine là le rendez-vous par un questionnaire tac au tac. Donc, je vous pose une question et vous me répondez tous en un mot. Pas besoin de faire de phrases, etc. Ça va très vite. Donc, le tac au tac démarre, Patrick, avec toi. Ton geste technique préféré? Ah, Le retourner. le retourner. Roger, Ah, je vois ça, je vois le retourner. Roger, geste technique préféré. Gros Pareil. but. Gros but. Et Joseph? Oh, quelque chose que j'ai bien fait. Simplement attraper le ballon, attraper un peu d'une main. Voilà, ça c'est. Euh, Ouais. Quel est le coéquipier le plus agaçant ou le joueur le plus agaçant que vous ayez croisé dans vos carrières? Patrick. Ah, moi, il faut pas aller loin. Hein. Qui? Il est là. Il fallait jouer avec lui. Agaçant peut-être pas. Il fallait jouer avec lui. Non, en fait, agaçant, chaque fois qu'il y avait un jeune joueur qui arrivait en équipe nationale, on était obligé de le prévenir que bon, ça va pas être simple de jouer avec Roger, mais il n'est pas ton ennemi parce que il ne lâchait pas pendant tout le match et l'autre ne comprenait pas. Roger ne supportait pas du tout un type qui rate une passe. Il ne supportait pas que tu n'aies pas eu la bonne vision. Et évidemment, tout ça, on savait que c'était pour la bonne cause. Ah, c'était pour la bonne cause et pour la progression de il ne faut pas perdre. de mon partenaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai ma réponse, c'est bon. Je ne veux pas en savoir plus. Je le dis parce que je trouve inadmissible qu'on soit un professionnel et qu'on ait un joueur, un coéquipier à 3 mètres de qu'on ne puisse pas lui faire la passe dans les pieds. C'est Je vrai. trouve cela inadmissible pour le football. C'est vrai. Hein? Inadmissible. Je voulais pas aller plus loin, mais c'est grave. C'est grave. Voilà. Quel est j'ai eu une très bonne réponse, donc on peut avancer sur la suivante. Patrick, quel est l'autre métier que tu aurais voulu faire si tu n'avais pas été footballeur? Sans conteste, pilote de ligne. D'accord. Joseph Antoine, un autre métier que footballeur? Je ne sais pas si je l'aurais choisi. C'est que moi, j'étais tracé pour tracer des routes. J'étais normalement. Oui, j'aurais fait ingénieur de travaux publics et tracer des routes. Mais c'est beaucoup moins bien que footballeur. Mais oui, parce qu'on rigole plus à jouer au foot. Ça ne veut pas dire que le foot est plus facile. Hein. Le conseil que je donne toujours aux jeunes, n'allez pas croire que vous allez vous réfugier au foot. Ce n'est pas plus facile que l'école. Ce n'est pas plus facile du tout. Mais c'est que vous faites des routes là où il n'y en a pas. Et quand vous en avez fait une, vous l'abandonnez à ceux qui vont l'utiliser pour aller en faire une autre. Donc vous êtes toujours là où il n'y a pas de route. Moi, c'était protéger les brevets d'invention. Ouais. J'ai pas entendu, ça a coupé. La protection intellectuelle. La protection intellectuelle. Ah, d'accord. Les brevets d'invention autres. Parce que j'ai passé 5 années à l'OMPI, l'Organisation africaine et malgache pour la propriété intellectuelle. D'accord. J'ai passé 5 ans là-dessus. Donc, si Patrick aujourd'hui invente une chaussure, je peux. Une chaussure qui réchauffe les pieds. Parce qu'en hiver, en hiver, on a les orteils. Et enfin, la dernière question, quel est le meilleur joueur avec qui vous avez joué? Vous êtes dit, à celui-là, vraiment, c'est très, très, très fort. Moi, je n'ai eu que des grands joueurs comme ça. Allô? Il y a déjà un à côté de moi. J'ai eu Dr Abega avec l'équipe du Cameroun. J'ai eu Alain Giresse à Marseille. J'ai eu Papin. J'ai eu un défenseur Foster. J'ai connu beaucoup. Ah oui, des gens qui étaient forts. Ouais, j'ai discuté avec Jérôme Alonso, l'ancien gardien de Saint-Étienne, Paris, etc. hier, et il me disait, moi, c'est Ronaldinho qui m'a le plus impressionné.
Et Patrick, toi, c'est qui? Mon meilleur compère, ça a été Samuel Eto'o. D'accord. Mais j'ai eu la chance de de jouer avec des joueurs comme Buffon, Thuram, Cannavaro, Weah, Rai, Leonardo, Ginola. Bah ouais, J'ai quand même eu du beau monde, mais c'est vrai que je garde quelque chose de particulier pour Weah et pour Eto'o. d'accord, excellent. Et Roger, même si à l'époque, tu étais seul au monde, il y a quand même un joueur qui t'a impressionné. C'est pour cette raison que je dois être respecté. Parce que j'étais seul au monde et à moi tout seul, je pouvais faire la différence pour sauver mon pays. Donc, j'ai dit, moi, j'ai rencontré des joueurs comme Valderrama, vraiment qui m'a donné des caviars à Montpellier. J'ai rencontré Laurent Blanc, le feu Claude Papy et d'autres. Donc, sincèrement, moi, ces trois que je viens de citer là étaient vraiment des amis avec qui j'ai joué où je me sentais très à l'aise. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait de belles choses pour mon pays, mais avec un peu plus d'humilité, j'avais 10 coéquipiers pour m'aider. Justement, après le merci, je voulais dire qu'il faut avoir confiance en toi, apparemment. Je pouvais avoir ces 10 coéquipiers, mais à un moment où les choses étaient serrées là, ben, je sortais de l'eau pour faire la différence. C'est beau ça. C'est ça qui a amené mon pays très très loin aujourd'hui au football. Merci les amis pour ces rendez-vous magnifiques. C'était remarquable. On termine. Merci Thibaut. C'était fantastique. Mais on termine avec un mot quand même. Je vous laisse la parole pour vous adresser aux. Bah, ils sont petits, ils sont jeunes, c'est triste. Et pour s'adresser aux malades de cette maladie, le Noma, on termine là-dessus parce que c'est ce qui nous a réunis quand même aujourd'hui. Je vous réinviterai avec grand plaisir pour reparler foot quand vous voulez. Mais là, c'est le Noma aussi qui nous intéresse. Donc cette maladie, un petit mot aux malades. On va tout faire pour les aider dans les mois, dans les années à venir. Donc voilà, à vous la parole. Courage aux malades. Et puis, pour éviter les futurs malades, rappelons-nous que ce sont des problèmes d'hygiène, d'insalubrité et aussi de malnutrition. Donc, un gros témoignage et j'espère qu'on atteindra beaucoup de populations pour éviter cela à l'avenir. Merci. Un petit mot de supplémentaire ou pas, Joseph, Roger? Non, moi, je voulais tout simplement demander à toutes les bonnes volontés de se joindre à nous hein, pour aller le plus loin possible avec ces maladies et ces enfants. Et pour terminer, dire à partir du moment qu'il est trop jeune, il ne m'a pas vu jouer. S'il m'avait vu jouer, je suis de la trempe de Pelé, le roi Pelé. Bon, donc, mais il n'a pas vu jouer Pelé non plus, hein, donc c'est pas la peine de lui donner cette compagnie. Il a vu les images. Il a vu les images. Thibaut, Roger sous-estime ce que j'ai vu de lui, mais surtout ce que je pense de lui. Je pense qu'il sous-estime. Je reviens au Noma pour dire que le Noma et le foot, c'est un bon mariage parce qu'au foot, on dit toujours tous ensemble, eux. Et donc là, pour le Noma, nous disons tous ensemble. Et on veut que d'autres nous rejoignent. On espère recevoir beaucoup d'appui, beaucoup de contributions pour pouvoir aider tous ces enfants et beaucoup moins jeunes qui, eux, sont déjà atteints pour changer leur vie. Voilà, tous ensemble. Formidable, tous ensemble, on avance ensemble les amis. Merci très très sincèrement d'avoir donné de votre temps un peu plus que prévu. Patrick, Joseph-Antoine et Roger, c'était super, l'ambiance que j'adore. On continue comme ça. Merci à vous, on se retrouve une prochaine fois. On se donne des nouvelles pour le Noma et les avancées avec grand plaisir. Et à très vite pour reparler football. Merci les amis. Merci à toi Thibaut, merci. Bye bye. Super, merci. Ça y est, ils sont partis. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Voilà, c'était pour vous sensibiliser sur cette maladie, le Noma, qui fait des ravages en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. Voilà, n'hésitez pas si vous pouvez donner un peu de votre temps pour aider ces enfants. Ce sera avec grand plaisir que je vous redonne les liens dans la bio de cette vidéo. Voilà, magnifique sourire de Roger Milad, Joseph-Antoine Bell, de Patrick Mboba, des carrières pleines. Ils en ont raconté des morceaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à faire vivre le contenu. On se retrouve très vite sur YouTube et sur les réseaux. Comme d'habitude, on reste connecté. Allez, bye bye.